La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique. La voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du Mix des Cultures. La voix des municipales. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission La Voix des municipales, aujourd'hui de 18h à 19h à l'occasion des élections municipales et notamment du second tour municipal. Aujourd'hui, on va vous proposer une émission spéciale parce que nous sommes dans la période de l'entre-deux tours des élections. On va vous proposer une émission qui sera consacrée à deux thématiques. La première, la vie des quartiers et la vie associative. Et pour débattre aujourd'hui, on reçoit trois candidats avec nous et candidates avec nous. Il y a d'abord Maxime Da Silva. Vous êtes tête de liste pour Faire mieux pour Rouen. Bonjour Maxime Da Silva. Bonjour. À côté de vous, il y a Marine Caron, tête de liste pour Réussir Rouen. Bonjour Marine Caron. Bonjour. Et pour finir avec vous, Nicolas Mayer-Rossignol, tête de liste pour Fier de Rouen. Bonjour Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour Inès. Et avec vous, face à vous, pour ce débat, bien sûr, je ne suis pas seule. Vous aurez Naïm qui va vous proposer une série de questions. Bonjour Naïm. Bonjour Inès. Bien, juste avant de commencer, j'aimerais lancer une première question aux trois candidats et candidates. Comme ça, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Comment vous vous sentez? Fatigué, en forme ou plutôt en pêche? J'aimerais savoir. Alors, on peut commencer par le sens des aiguilles. On peut commencer par Marine, puis Maxime, puis Nicolas Mayer-Rossignol. Juste pour savoir un peu la température. Bien, ça va très bien. C'est le second tour des élections municipales. C'est pas le moment où il faut être fatigué. Au contraire, ce serait dommage. Donc, en pleine forme pour continuer d'aller rencontrer et convaincre le plus de Rouennaises et de Rouennais, d'autant qu'il y a 50% de l'abstention sur cette élection municipale. Donc, il est important de pouvoir garder beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie à la rencontre des habitants. Et pareil, ça va excellemment bien. On est en forme pour cette campagne de second tour. Bon, je dois dire que quand même... C'est la troisième fois que je suis devant un micro de la journée. La première fois était à 7h31 sur le service public. Donc, en toute vérité, les nuits sont courtes et que ça se ressent. Mais grâce à l'adrénaline, grâce à l'envie de combattre, eh bien, on est là et on est déterminé. Donc, tout va bien. Moi, je me sens un peu comme le club des sapins qui mènerait à la mi-temps 2-0. Mais le match, il n'est pas terminé. Voilà, il y a un second tour et c'est dimanche prochain. Et puis, plus sérieusement, il y a une situation nationale qui se voit aussi localement, qui est grave parce qu'il y a une poussée de l'extrême droite très forte. D'ailleurs pas qu'en France. Et ce vote, c'est aussi ça. C'est aussi dire non à l'extrême droite. Pour vous préciser, avant de commencer l'émission, alors vous êtes 3 candidats présents, mais pour le second tour, il y a 4 candidats, notamment le candidat Grégoire Houdan. Pour informer nos auditeurs, nous avons sollicité par mail le candidat qui, bien sûr, n'a pas répondu à nos sollicitations aussi. Voilà, c'était important de pouvoir vous informer un peu. Donc aujourd'hui, on va commencer le débat tous les 3. Et d'ailleurs, je vous remercie pour d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par vous, Nicolas Mayer-Rossignol, pour vous présenter 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Peut-être que j'utiliserai pas les 5 minutes, mais dans ce cas-là, si vous voulez bien, je utiliserai le reste pour un peu plus tard, pour égalité de temps de parole, si ça va pour tout le monde. Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Nicolas Mayer-Rossignol, je suis le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. J'ai 48 ans, j'ai 2 enfants qui ont 20 et 17. Et pourquoi je me présente? Pour plein de raisons. D'abord parce que notre ville aujourd'hui est en pleine dynamique. J'ai été élu maire en 2020. On a traversé pas mal de tempêtes, vous vous en souvenez, la pandémie, les émeutes, la situation nationale et l'instabilité gouvernementale, la crise énergétique, bref. Et bien sûr, il y a encore plein de choses à améliorer, il y a plein de difficultés, mais Rouen progresse, on peut être fier et lucide et c'est notre état d'esprit. Il y a plein de choses à améliorer, mais Rouen progresse et on a envie d'aller plus loin en essayant de se battre sur une vision, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun, quel que soit son quartier, qu'on vienne d'un quartier dit populaire ou d'un autre, puisse avoir sa chance et sa place. Parce que beaucoup de gens, et notamment les jeunes, pas seulement, me disent où elle est la République pour moi? Où est-ce qu'elle est la chance qu'on me donne? Alors, tout va pas être donné tout cru, évidemment qu'il faut se bouger, évidemment qu'il faut bosser, mais la vérité, c'est qu'on a beaucoup, et notamment dans la jeunesse, de gens qui galèrent pour trouver un stage, pour trouver une formation, pour trouver un boulot, et qui voudraient aussi que cette République, eh bien, elle soit à leur côté, non pas dans l'assistanat, mais tout simplement dans l'accompagnement et aussi la valorisation. Et je le dis pour les garçons comme pour les filles. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On a fait déjà pas mal. Si vous regardez par exemple, je vais pas tout
tout citer, mais sur les mobilités, je pense qu'on a déjà bien avancé. Le fait d'avoir la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, c'est une révolution, et notamment pour les familles nombreuses, évidemment. Mais je veux qu'on aille plus loin, par exemple sur la gratuité des moins de 26 ans, moins de 25 ans, pour les plus de 65 ans aussi, parce qu'il y a aussi, notamment sur les Hauts-de-Rouen, des personnes âgées qui ont envie de pouvoir se déplacer plus facilement et à moindre coût. La santé, vous voyez, je parlais par exemple des personnes âgées, mais on pourrait parler des personnes à mobilité réduite, du handicap, des situations difficiles sur la santé. Pourquoi ? Parce que ça coûte la santé, que c'est difficile de trouver un médecin, que c'est difficile de se garer près d'un hôpital sans payer très cher. Et là aussi, je pense qu'on a fait des choses, on peut aller plus loin. Vous savez, 40% des gens n'ont pas de mutuelle. 40%. Et derrière, c'est des problèmes de dents, des problèmes d'yeux, etc. Donc j'ai envie qu'on bosse aussi là-dessus. Et je crois qu'on peut le faire en ayant là aussi la ville et la métropole, parce qu'évidemment, dans ces sujets-là, il y a des sujets qui relèvent de la ville et il y a des sujets qui relèvent de la métropole. Je voudrais aussi qu'on arrive à visibiliser mieux des situations qui sont aujourd'hui invisibilisées, voire tabous. Je vous prends quelques exemples concrets. La santé mentale. Je viens d'en parler sur la santé en général. La santé mentale, et notamment chez les ados, c'est un sujet extrêmement important. Donc pouvoir avoir des consultations sans frais pour la santé mentale, parce que ça fait peur. On n'a pas envie d'aller voir un psy parce qu'on se dit on va me prendre pour un fou, etc. Et puis les parents solos. Une famille sur deux, sur les Hauts-de-Rouen ou à Gramont ou dans d'autres quartiers dits populaires. Les parents solos, pourquoi ? 8 fois sur 10, c'est des femmes. 1 fois sur 3, en dessous du seuil de pauvreté. Concrètement, c'est des horaires compliqués à gérer parce que les horaires de boulot, ils sont pas compatibles avec les horaires de l'école, de la crèche, de la garderie, du centre aéré, etc., ou du club de sport du coin. Et donc, permettre par un système par exemple, d'aide financière sur des gardes avec des professionnels, bien sûr, sur les horaires atypiques, que ces personnes, et notamment les mamans solo, puissent vivre mieux. Vous voyez, le fil rouge, c'est vivre mieux. Et je termine par un point. La fraternité républicaine. Quelle que soit votre couleur de peau, votre origine, votre quartier, eh bien moi j'ai envie que Rouen, alors je sais bien qu'on n'a pas tous les leviers au niveau de la mairie, on va pas raconter des blagues, mais on a quand même les moyens d'agir, on a déjà prouvé qu'on pouvait faire cela, valoriser les talents, les possibilités et montrer par exemple à travers les stages, à travers les jobs, à travers les emplois, à travers le lien avec les entreprises qu'on a notamment grâce à la métropole, que oui c'est possible et que l'univers de mon environnement professionnel, de ma formation, de mon environnement éducatif, il n'est pas limité que à un quartier donné, je suis pas assigné à résidence. Que chacun puisse avoir sa chance et sa place. Pour faire ça, faut bosser avec les associations. On est très fiers, évidemment, qu'il y ait un tissu associatif, notamment sur les Hauts-de-Rouen, pas seulement très fort. Et il faut continuer de le soutenir avec les commerçants, avec toutes les forces vives de ces quartiers, parce que moi, j'en ai un peu marre des caricatures. Oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi plein de vitalité, plein de richesse, plein de diversité et plein de potentiel. Merci beaucoup. Donc pour me présenter, je suis Maxime Da Silva, donc j'ai 32 ans. J'ai grandi quand j'étais enfant entre les quartiers populaires de Barentin et les quartiers populaires de la Grand-Mare lorsque j'étais chez mon père les week-ends. Donc c'est le quartier de Hauts-de-Rouen est un quartier que je connais et dans lequel j'ai évolué une partie de mon enfance. J'ai connu beaucoup de situations professionnelles différentes. Aujourd'hui, je travaille dans les ressources humaines au sein d'un groupe parlementaire, celui de la France Insoumise. Mais avant ça, j'ai fait énormément de boulot. J'ai été à la fois homme d'entretien, employé polyvalent chez McDonald's comme plein de jeunes, assistant d'éducation, manutentionnaire, fait les 3-8 à l'usine, etc. Avec toutes ces expériences, parce que j'ai grandi en quartier populaire, parce que je viens également d'un milieu populaire avec beaucoup de nécessité de se battre davantage pour pouvoir réussir à faire des études, par exemple, la nécessité de travailler pour pouvoir tout simplement se loger ou vivre dignement quand on est étudiant. Ça a mobilisé un engagement politique important chez moi depuis l'adolescence, mais surtout depuis que j'ai 23 ans environ, je me suis engagé à la France Insoumise. Donc un parcours militant à la fois sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain associatif où j'ai pendant de longues années participé à des maraudes, notamment pour le Secours populaire ou encore les Restos du Cœur ou à des récoltes alimentaires. Je suis engagé également dans des associations qui luttent contre la précarité menstruelle avec des protections, des collectes de protection périodiques. Je me suis aussi
engagé auprès des détenus parce que ce sont des publics qui sont souvent oubliés. Lorsque j'étais étudiant, j'ai pendant 5 ans donné des ateliers en prison pour pouvoir désenclaver les personnes qui sont en prison et aussi aller vers des perspectives de réinsertion. Je parle un peu de moi parce que faut que les gens puissent, c'était votre demande, qu'on puisse se présenter, mais aujourd'hui je me présente à vous comme tête de liste de la France Insoumise pour les élections municipales. Le collectif dont j'ai la tête s'appelle Faire mieux pour Rouen. C'est un collectif qui est composé de 28 femmes et de 26 hommes qui viennent de l'ensemble des quartiers de Rouen. Nombreux et nombreuses d'entre elles viennent d'ailleurs des Hauts de Rouen. Et nous proposons dans cette élection un programme de rupture de gauche, foncièrement social, foncièrement écologique, foncièrement démocratique pour l'élection municipale et métropolitaine. Ce programme, il est disponible sur notre site internet fairemieuxrouen.fr et il est décuplé en 8 plans thématique. Donc on a vraiment travaillé sur l'ensemble des portefeuilles d'action à la fois de la ville et de la métropole dans le cadre de l'élection et notamment en ce qui concerne particulièrement les quartiers populaires, il y a des aspects évidemment sur le plan démocratique, sur l'aménagement du territoire, mais aussi des aspects sociaux et c'est peut-être ça moi que j'ai envie de mettre en avant parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la campagne, que ce soit à la Lombardie, au Châtelet, à la Grand-Mare, au Sapin, et nous avons vu des situations qui me mettent très en colère, avec des habitantes et des habitantes qui parfois ont pour colocataires des cafards ou des rats, qui parfois sont confrontés fortement à l'humidité, ce qui a pour conséquence le développement de maladies respiratoires pour de jeunes enfants. Et face à ça, on a notamment des bailleurs qui parfois sont publics et sociaux, qui ne répondent pas aux demandes de rénovation, ne répondent pas aux demandes de relogement des habitants, et on manque de volonté politique. Donc ma candidature, c'est une candidature alternative à la fois sur les aspects sociaux, parce qu'aujourd'hui, les 2 candidats qui débattent face à moi sont des candidats qui sont en soutien direct ou indirect du pouvoir macroniste. Aujourd'hui, il faut une alternative au pouvoir macroniste qui s'effondre partout dans le pays et qui doit être une alternative à l'extrême droite. Et je crois que la France Insoumise fait la démonstration à la fois dans ces élections municipales, mais plus globalement par les combats qu'elle mène, qu'elle peut être l'alternative et qu'elle doit être l'alternative à l'extrême droite, notamment parce qu'elle est foncièrement antiraciste. Et je crois que c'est un combat qu'il faut qu'on mène de front. Il y a vous savez, je reconnais beaucoup de similitudes entre la manière dont les quartiers populaires sont visés par l'espace politico-médiatique et la manière dont la France Insoumise est visée, c'est-à-dire souvent des humiliations, souvent des caricatures, et avec des personnes sur des plateaux qui sont dans l'entre-soi et qui ne font que commenter la France Insoumise ou les quartiers sans dire la vérité. La vérité, c'est que aujourd'hui il y a une menace d'extrême droite avec une montée du racisme flagrante dans le pays. Je rappelle les têtes de porc jetées dans des cours de mosquées, des femmes voilées qui ont vu le bout de tissu sur leur tête se faire arracher. Et il faut une alternative face à cela. C'est ce qu'on incarne avec la France Insoumise. Et donc dimanche, le bulletin de vote antiraciste, c'est le bulletin de vote Faire mieux pour moi. Merci beaucoup déjà de votre invitation. Je suis heureuse de revenir sur les ondes de la radio HDR, de pouvoir à nouveau me présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Marine Caron, moi j'ai 35 ans, je suis née à Rouen, j'y ai grandi au début sur la rive gauche dans le quartier Orléans, puis ensuite dans le quartier de la Gare. Je suis maman de 3 enfants qui n'ont pas le même âge, moi ils sont tout petits, hein. Ils ont 4 ans, 2 ans et 6 mois et je suis investie dans la vie associative locale depuis plusieurs années maintenant parce que ça a été toujours un des engagements forts de mes grands-parents qui m'ont en partie élevée. Donc pour moi, le sens de la famille est quelque chose de très important. Et donc à leur côté, j'ai découvert le goût et les valeurs de l'engagement associatif à travers différents types d'engagements, que ce soit le fait d'apporter un café solidaire, que ce soit le fait de faire des repas chauds, de distribuer, de partager des repas chauds, mais aussi des colis alimentaires. J'ai par la suite forgé également mon propre chemin associatif dans des associations engagées pour la défense des droits des femmes, avec Karine ici présente qui est habitante des Hauts-de-Rouen également. On a organisé des marches pour les femmes, pour la santé des femmes, et puis un certain nombre d'associations aussi de vie de quartier, parce que c'est important la vie de quartier dans tous les quartiers de Rouen.
Moi, je suis fière aujourd'hui d'avoir une équipe candidate à mes côtés à cette élection municipale avec des gens qui viennent de toute la ville, qui sont des gens issus d'un rassemblement large, de la droite républicaine, du centre, des sociodémocrates, mais aussi des citoyens qui s'engagent sans appartenir à aucun parti politique. Parce que j'entends les discours qui se nationalisent autour de l'élection municipale, mais ça reste un enjeu local. Et cet enjeu local, c'est vraiment la priorité des habitants, parce que trop souvent, on l'édulcore un peu, mais quand on parle d'élection municipale, on parle de ce qui nous touche au quotidien. Et donc, c'est important de donner la place aussi à des gens qui s'engagent parfois pour la première fois, avec courage, avec passion, avec conviction, qui sont pas dans les débats partisans ou dans les débats idéologiques, mais qui sont là pour défendre un projet écrit avec les Rouennaises et les Rouennais, puisque nous, ça fait plus d'1 an qu'on a écrit ce projet à la rencontre des habitants dans tous les quartiers. Un projet qui se fonde sur le fait de vouloir protéger les habitants au quotidien et oser l'avenir. Et notamment quand on parle de protéger les habitants au quotidien, c'est bien entendu des sujets qui sont des sujets sur lesquels il n'y a pas de tabou, que sont la sécurité de nos quartiers, la sécurité de nos enfants, la sécurité des familles, la sécurité des seniors. C'est une priorité. Les gens en parlent aujourd'hui de manière très libre, mais je crois qu'il est important de dire qu'il ne faut pas qu'ils appartiennent à des camps ni à des visions extrêmes. Et donc, c'est important d'en parler en toute liberté. C'est aussi notre cadre de vie, c'est la défense de nos commerces de proximité qu'on perd trop dans certains quartiers, qui quittent le centre-ville aussi, qui connaissent des difficultés et pour lesquels le dialogue a été rompu ces dernières années. Et donc, il faut réussir à retrouver un vrai lien de confiance. Parce que si on n'a plus de commerce, on a une ville qui s'endort. C'est aussi soutenir les personnes vulnérables. Je pense ici aux personnes en situation de handicap, bien entendu, quand 42% seulement des bâtiments municipaux sont accessibles aujourd'hui, alors que l'obligation depuis 2015 était de 100%. C'est bien entendu accompagner nos seniors, de lutter contre l'isolement, de pouvoir être à leur côté dans l'adaptation de leurs besoins, de leur logement, de ne pas rompre le lien social qui est un élément essentiel aujourd'hui. C'est également soutenir les familles, ça a été dit, mais je le redis parce que c'est important, quelles qu'elles soient, qu'importe leur forme, que ce soit des familles classiques, des familles recomposées, des familles monoparentales. Pour ça, il y a plein de choses à faire et la première des solidarités, c'est d'être à leur côté. C'est aussi travailler sur l'école, puisque c'est un des premiers liens et lieux de sociabilisation pour les enfants. Et il est important de renforcer ces moyens-là, notamment via le périscolaire. On en parlera dans la vie de quartier très certainement. C'est également tous les sujets du quotidien, c'est-à-dire la santé, ça a été évoqué, mais c'est aussi la question du logement. Et puis, bien entendu, quand on porte ces sujets-là, il faut le faire avec des valeurs qui sont claires. Et c'est des valeurs qui ont été évoquées juste avant moi. Mais quand on s'engage dans une ville, on doit être à l'écoute de l'ensemble de ses habitants, qu'importe d'où ils viennent, qu'importe leur quartier, qu'importe leurs origines, qu'importe leur profession, qu'importe leur génération et leur tranche d'âge. Et ça, c'est des valeurs essentielles, celles de la République. Merci à tous les trois du coup de cette présentation auquel vous êtes pile dans les temps. Naïm, du coup, je me tourne vers toi pour la première thématique qui est la vie de quartier. HDR. Comme j'ai pu l'exprimer, en regardant les résultats des bureaux de vote différents, que ce soit sur le de Rouen ou à Gramont ou encore à Bouvard d'Orléans, on a vu une participation, il y en a qui diraient faible, d'autres diraient pas assez, ou les citoyens se sont déplacés. Moi, ma première question pour les uns et les autres, c'est comment mobiliser les abstentionnistes ou ceux qui ne regardent pas la vie politique locale en disant, quoi qu'il arrive, à quoi ça sert d'aller voter? Maxime Da Silva. Tout à fait. Bon, je crois que c'est l'objectif de toute personne mobilisée en politique et que personne sur l'échiquier politique ne se satisfait du fait qu'il y ait de l'abstention. On voit aujourd'hui que l'abstention, elle est plus présente dans les quartiers populaires. Et en fait, la conséquence de cela, il faut que les gens qui nous écoutent s'en aperçoivent, c'est qu'il y a un vote de classe et qu'aujourd'hui, les bureaux dans lesquels il y a des personnes très aisées font des taux de participation très très hauts et dans les quartiers populaires des taux de participation très très bas. C'est facile à comprendre pour dire qu'aujourd'hui la voix des classes populaires compte, en tous les cas, est moins comptabilisée dans l'élection que la voix des autres. Et donc, il est primordial que pour que les décisions politiques qui soient prises puissent correspondre aux aspirations des quartiers populaires, et bien que les quartiers populaires se mobilisent. Comment faire pour mobiliser? Donc nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Honnêtement,
s'il y a bien quelque chose qui fait qu'on est satisfait d'une campagne électorale, au-delà du score, il y a aussi le fait qu'on se dise qu'on n'a rien à regretter dans cette campagne. Et moi, j'ai rien à regretter, notamment en direction du travail que l'on a fait sur les 3 quartiers que vous avez cités, Naïm, que ce soit les Hauts-de-Rouen, Gramont, le boulevard d'Orléans, parce que nous y sommes allés énormément pour mobiliser les électeurs et les électrices. La réponse, c'est à la fois des scores importants pour la France insoumise dans ces quartiers. Je veux remercier celles et ceux qui se sont déplacés, mais en fait, en nombre de voix, c'est bien inférieur parce que les gens ne se sont pas suffisamment mobilisés. Donc je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent que c'est pas parce que vous n'y êtes pas allé dimanche dernier que vous ne pouvez pas y aller ce dimanche. Vous pouvez encore agir sur l'élection municipale. Et pour cela, il faut mettre en face des propositions qui correspondent aux habitants. Allez regarder, renseignez-vous, qui compose les listes, quels sont les programmes, et allez voter pour celles et ceux qui répondent aux aspirations des quartiers populaires. On a construit le programme avec vous, donc vous avez clé en main un projet pour pouvoir défendre vos intérêts. On compte donc sur vous dimanche avec la liste Faire mieux pour moi. C'est vrai qu'on peut jamais se satisfaire de l'abstention. Je veux quand même dire qu'il y a eu plus de participation qu'en 2020, mais c'est vrai qu'en 2020, il y avait une situation très différente, évidemment. La politique, c'est l'action. Il y a les discours et puis il y a les actes. Et moi, j'ai pas envie qu'on perde de temps. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont lancés. Et donc, il faut dire à celles et ceux qui peut-être hésitent ou ne sont pas allés voter dimanche dernier que tout va se jouer ce dimanche 22 mars, et qu'ils ont, par leur vote, la possibilité de décider sur des questions extrêmement concrètes. Vous voulez une piscine rapidement à la Grand-Mare, sur les Hauts-de-Rouen ou pas ? Parce que là, elle est prête et les travaux, ils doivent commencer maintenant. J'ai pas envie qu'on perde de temps. Vous voulez de nouvelles écoles sur les Hauts-de-Rouen ou pas ? Il y en a 2 qui sont prêtes. J'ai pas envie qu'on perde de temps. Vous voulez un nouveau centre socio-culturel du côté de Gramont ou pas ? Le concours d'architecte est attribué, les travaux sont prêts à être lancés. On n'a pas envie de perdre de temps. Je pourrais donner d'autres exemples comme ça. Est-ce qu'on se bat pour que la Poste, qui va réouvrir sur le Châtelet, maintienne un service aussi sur la Grand-Mare, ou est-ce qu'on laisse tomber parce que c'est le marché qui décide ? J'ai pas envie qu'on perde de temps. Vous voyez ? Donc, personne ne dit que c'est facile tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est aujourd'hui que ça se décide et c'est ce dimanche que ça se décide. Je sais bien que c'est difficile parfois à expliquer parce que parfois on se dit, un papier dans une urne, qu'est-ce que ça va changer finalement ? Mais si vous ne votez pas, vous laissez les autres décider à votre place. Et puis, il faut dire une autre chose, parce que ça, tout le monde ne le sait pas. Mais il y a 55 élus au conseil municipal, et leur répartition, elle est un petit peu compliquée, il y a ce qu'on appelle une prime majoritaire, mais pour le reste, c'est à la proportionnelle. Donc, si vous ne votez pas, non seulement vous laissez les autres décider à votre place, mais du coup, mécaniquement, vous faites monter le score, puisque c'est à la proportionnelle, des listes adverses. Et je le répète, notamment de l'extrême droite. Monsieur Houdan fuit le débat, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est quand même l'éléphant dans la pièce, parce que c'est l'extrême droite qui progresse partout en France, et y compris à Rouen. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'élus Front National ou Rassemblement National ces 6 dernières années, et que là, malheureusement, il risque d'y en avoir. Donc la question, c'est, est-ce que vous voulez choisir sur ces sujets qui sont si importants pour les quartiers dès maintenant et ne pas perdre de temps? Et aussi, est-ce que en n'allant pas voter, vous allez laisser les autres décider à votre place et laisser monter le Front National ou le Rassemblement National? Vous voulez vraiment laisser monter le Rassemblement National? Moi, j'ai pas envie de ça. Il y aura un débat après, je crois, sur les 11 minutes qu'on va avoir pour se répondre. Après, je vous donnerai justement la parole que vous puissiez aussi croiser vos regards aussi. C'est le but, je pense, en effet, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites et il faut aussi pouvoir rappeler et tempérer certains des propos. Je vais revenir sur la question quand même que vous avez posée, quelle est celle de l'abstention. Bien entendu que c'est quelque chose que on ne peut que regretter et déplorer, c'est-à-dire pourquoi, au-delà de la question d'un vote de classe, pourquoi est-ce qu'il y a un vote de défiance et en fait une absence de vote par manque de confiance qui se met en place. La seule solution, c'est d'être à l'écoute, et pas d'être à l'écoute pendant 6 mois, mais bien de l'être pendant 6 ans. Parce que les habitants dans tous les quartiers, que ce soit les Hauts-de-Rouen, que ce soit Gramont, que ce soit Orléans, ils ont besoin de retrouver du sens dans leur quotidien. Et c'est pas uniquement en venant au moment des élections, parce que on sait très bien, et partout d'ailleurs, dans tous les quartiers, les gens ils nous disent on voit comment des élections, mais il se passe rien sinon pendant les 6 années.
Et donc c'est vraiment ça, moi je pense qu'il faut rétablir, ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, il fonctionne déjà en disant la vérité et faire croire que tout s'arrêterait parce qu'il y aurait un changement à la tête de la ville de Rouen, dont les projets dont Monsieur Maillot-Rossignol vient de parler. C'est faux en fait, parce que bien entendu qu'il y a des projets qui sont essentiels pour la vitalité des quartiers et ils continueront à se développer parce que nos quartiers en ont besoin et parce que c'est pas uniquement les quartiers qui en ont besoin, parce que c'est la ville de Rouen qui en a besoin tout simplement aussi. Donc il faut pas laisser sous-entendre des choses qui seraient fausses. Il faut quand même rappeler un élément essentiel, c'est que certes, et moi je le regrette et je le déplore, le retour du Rassemblement national qui siégera au conseil municipal d'ici quelques semaines, mais il a déjà siégé par le passé sous le mandat de Valérie Fournéron en 2014. Et finalement, est-ce que c'est pas une inaction qui a conduit aussi à ce que ces extrêmes reprennent de la place, parce que on faut pas quitter le terrain pendant 6 ans, il faut vraiment y être au quotidien, et c'est comme ça qu'on arrivera à recréer de la confiance avec les habitants pour pouvoir leur donner envie d'aller voter parce qu'ils croiront en quelque chose de vrai et de sincère. On va passer, je l'avais dit quand même un peu au tout début et ça va avancer un peu le débat sur la vie de quartier. Vous avez pu lors de vos passages à l'antenne, faire des propositions. J'aimerais que on puisse revenir dessus et puis débattre. On va parler de la vie de quartier, notamment de la participation citoyenne. Je vais vous poser une première question qui va être reliée à une deuxième au passage. C'est de savoir comment, chacun d'entre vous, comment vous souhaitez vous associer les habitants à la vie et aux décisions des quartiers. Un exemple, si des habitants s'impliquent pour améliorer leur quartier ou organiser des événements, comment vous allez les accompagner concrètement? Ce que je vous propose, c'est qu'on rechange encore le tour de table. Donc on recommence comme au début par Marine Caron, puis Maxime Da Silva et Nicolas Maillot-Rossignol. Marine Caron. Bah écoutez, moi je pense que l'écoute et la participation, c'est des choses qui sont essentielles. Aujourd'hui, moi j'ai souvenir de Jean-Michel Bérégovoy qui au mois de septembre, lorsqu'il avait fait le choix de lancer sa candidature, disait que l'échec de la mandature actuelle à laquelle il reconnaissait avoir participé, c'était justement la concertation et la participation. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer sur la manière dont il faut demain agir différemment, parce que écouter, c'est pas arriver avec un projet tout fait et faire comme si on allait demander aux gens leur avis pour finalement l'imposer. Il faut changer cette manière de faire, il faut changer cette méthode qui ne fonctionne pas et qui détourne les gens encore de l'investissement. Donc oui, demain, il faut des assemblées de quartier qui soient actives, qui soient ouvertes aux habitants, aux commerçants, aux acteurs associatifs. Elles ont été supprimées en 2020 pour être transformées en ateliers participatifs dont on n'a pas vraiment vu les effets sur l'intégralité du territoire et de la ville. Donc il faut remettre cette dimension de proximité. Il faut soutenir, et on en parlera tout à l'heure, les associations qui sont des associations locales. Mais surtout, il faut arrêter de faire des fausses promesses aux gens, comme quoi leur parole aurait de l'importance si c'est pour derrière ne pas l'écouter et ne pas la respecter. Maxime Da Silva aussi, même un peu comme Marine Caron, 3 minutes pour ma question. Je suis content que vous abordiez ce thème parce que je pense que le bilan démocratique est peut-être le bilan le moins favorable à la majorité sortante aujourd'hui, parce que on le voit d'ailleurs dans les taux de participation, tout ça est très lié entre les gens qui ne participaient pas au scrutin et les gens qui n'ont pas été suffisamment sollicités pendant le mandat. Et face à ça, il y a une crise démocratique à Rouen, où moi je considère qu'il n'y a pas suffisamment d'outils pour pouvoir entendre la parole des gens. On a beaucoup de remontées de terrain, on appelle un groupe de personnes les corps intermédiaires. On a des personnes à la fois citoyennes qui veulent faire des choses pour leur vie de quartier, mais également des associations par exemple qui développent des savoirs, des savoir-faire sur des sujets et qui sont pas forcément entendus. Face à ça, il faut mettre en place des outils et rappelez-vous, à la fin de l'année 2018, il y avait aussi un cri d'alerte d'une partie de la population sur le fait qu'il n'y avait pas assez de prise en compte des avis citoyens, et il y a eu un mouvement en France, les Gilets jaunes, qui s'est mobilisé d'ailleurs sur l'augmentation du prix de l'essence avant tout, et on a l'impression que l'histoire se répète ces dernières semaines, et donc les Gilets jaunes réclamaient un référendum d'initiative citoyenne, et c'est possible de le mettre en œuvre à l'échelle municipale. Donc nous, dans notre programme, on a travaillé à la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne municipale qui a déjà été mis en place par des maires insoumis sur le territoire national, et qui a permis en fait à des personnes de pouvoir construire des projets. Donc parfois il faut de l'accompagnement de la ville, il faut aussi des outils pour pas qu'on dise bonjour, on fait une réunion à un tel endroit,
l'information ne circule pas suffisamment et on se satisfait de se dire on a invité les gens à venir donner leur avis, et ben c'est bon, le travail est fait. Et bien non, il y a du travail d'aller vers, de multiplier aussi les outils pour que les jeunes aussi se mobilisent, donc faire des consultations sur smartphone, pouvoir aussi utiliser les réseaux sociaux, etc. En plus du référendum d'initiative citoyenne, je suis content que les deux sujets soient très liés parce que je crois que pour à la fois lutter contre l'abstention et pour que les gens participent à la vie démocratique, il faut aussi les doter de contre-pouvoirs et qu'il n'y ait pas un pouvoir absolu qui soit donné comme ça au début du mandat municipal. Celui-là, je crois qu'il y a un peu des incertitudes, mais il pourrait durer 7 ans au lieu de 6, puisque la prochaine élection municipale tomberait à peu près en même temps que l'élection présidentielle de 2032. Et donc, si c'est un mandat de 7 ans, on peut pas laisser le pouvoir à une équipe pendant 7 ans sans jamais être consulté pendant le mandat. Et donc, moi, je suis pour qu'on mette en œuvre le droit de révoquer les élus, c'est-à-dire que s'il y a un seuil de pétition suffisant qui est atteint et qu'un référendum obtient qu'un élu doit partir, alors l'élu doit démissionner du conseil municipal. Ça permettra à celles et ceux qui racontent n'importe quoi d'arrêter de le faire parce qu'ils seront sur un siège éjectable. On est tous d'accord, ça s'entend dans le débat pour dire qu'il y a un lien très clair entre la participation citoyenne et la participation électorale. On a commencé de parler de la participation électorale. Tout ça se décrète pas, c'est vrai. Si quelqu'un avait une formule magique, parce que ces sujets-là, on les retrouve dans d'autres villes, ça se saurait aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Moi, ce qui me frappe dans les interventions précédentes, c'est qu'on parle toujours des politiques publiques et comment on va associer les habitants aux politiques publiques. Comme si les projets, les actions ne devaient pas venir des habitants eux-mêmes. Donc, avant de dire ce qu'on va faire pour les gens, faisons d'abord confiance aux gens, aux habitants. Par exemple, concrètement, personne ne l'a dit, mais savez-vous combien d'euros de soutien aux associations, aux structures citoyennes finalement, comités de quartier et autres, on donne sur les 4 quartiers des Hauts-de-Rhône, c'est-à-dire Lombardie, Châtelet, Sapin et Grand-Mare. 1 700 000 euros par an. C'est de très loin, et j'en suis fier, le plus haut ratio par habitant de toute la ville. Pourquoi? Mais parce que les propositions, que ce soit les fêtes dans les quartiers, que ce soit évidemment les clubs de sport, de culture, les associations de solidarité. Moi, j'ai le souvenir que quand il y a eu l'incendie, sur une des tours de la Grand-Mare, c'est les jeunes du quartier qui étaient là pour aller prêter main forte et pour sauver probablement des vies. Donc, la première chose à dire, c'est que la mairie, elle doit pas être là pour imposer des politiques publiques, mais pour accompagner des initiatives citoyennes. Première chose. Justement dit tout l'inverse. Deuxième chose. J'essaie juste d'expliquer, mais tous les chiffres que je viens de donner, vous ne les avez pas cités. Vous avez dit si qu'on vous avait voulez dit bien, le Madame contraire, Caron, là encore, donc je vous ai écouté. Une fois de plus, vous voulez expliquer que vous êtes à l'écoute de tout le monde, mais dès que je parle, vous me coupez la parole. Bon. Donc, deuxième point, là aussi, vous ne l'avez pas dit, Madame Caron, les locaux. Et oui, les locaux, parce que, oui, mais pourquoi vous ne le dites pas? Parenthèse, j'ai pas trouvé le mot Lombardie non plus dans votre programme. Les locaux, on en a besoin pour les associations. C'est difficile les locaux parce que ça coûte, parce qu'il y a des fluides à payer, etc. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que on a, et notamment grâce à la métropole, la disponibilité de certains locaux. Je vous signale que c'est le cas ici pour Radio HDR. C'est le cas aussi sur le centre commercial de la Grand-Mare où on peut implanter, exemple Emmaüs, que l'on a implanté sur le centre de la Grand-Mare. Donc, deuxièmement, des locaux. Et puis, troisième point, qui est une nouveauté que je voudrais tester parce que je prends la critique qui a été faite tout à l'heure et c'est vrai qu'on peut améliorer les questions des conseils de quartier, sauf que ce qui n'a pas été dit, c'est que beaucoup de conseils de quartier ne marchaient plus trop parce que c'était malheureusement pas tellement représentatif de la vitalité de tout le quartier. Et donc, moi, ce que je propose, ce sont des contrats de quartier avec des conseils de quartier, avec un tirage au sort, une partie de sa composition, donc y compris des jeunes, y compris à partir de 16 ans, pour donner la parole à tout le monde sur des contrats de quartier. Par exemple, sur la Grand-Mare, il y a le centre commercial, il y a la question de la propreté, il y a la question de la sécurité, il y a la question des pavillons, il y a la question des jardins partagés, il y a la question de l'habitat intergénérationnel. Et on définit un plan d'action ensemble sur le quartier et on le porte avec ce conseil de quartier renouvelé. Voilà 3 propositions concrètes. Accompagner les associations, trouver des lieux et faire confiance via les contrats de quartier. Pourquoi ce serait à la 7e année de mandat qu'on agirait sur ces questions? En fait, sur la question démocratique, c'est... Pour le coup, j'ai souvent, avec mes 2 concurrents, des débats sur les questions financières, où ils font des débats tous les deux sur comment tu payes, combien ça coûte, etc. Bon, en vrai, sur la question démocratique, il y a des outils qui peuvent être vraiment très peu coûteux, sur ce que je disais tout à l'heure, le référendum d'initiative citoyenne ou le droit de révoquer les élus. Et après, sur le fait de doter les gens d'un conseil de quartier avec un budget participatif.
En fait, c'est des décisions qui peuvent être prises très rapidement au premier, au deuxième conseil municipal. On peut mettre un élu qui serait rattaché peut-être pour mettre en place la structure dans le quartier, après en essayant d'avoir une certaine autonomie. Moi, je suis très favorable à la proposition de Nicolas Meyer-Rossignol sur le fait qu'il y a un quota de tirage au sort dedans, qui est ouvert à la fois aux jeunes à partir de 16 ans, mais aussi aux personnes étrangères, parce que moi, quand j'achète ma baguette de pain, je paye une TVA avec sur la baguette que payent aussi les étrangers de cette ville, et pourtant ils ne prennent pas part à la décision publique de la même manière que moi, ce qui est vraiment une rupture d'égalité et démocratique. Et en fait, je partage plutôt ce qui vient d'être dit, mais j'ai l'impression là que Nicolas Meyer-Rossignol voudrait proposer un bilan alternatif à Nicolas Meyer-Rossignol. Donc ça m'étonne un peu. Donc je pense que la vraie alternative, elle est plutôt de mon côté sur le plan démocratique. Je précise quand même, juste Marine, je m'excuse, mais qu'il y a aussi une histoire longue derrière les sujets démocratiques, et que peut-être mes concurrents me reprocheront encore de parler de l'échelle nationale, mais je pense que les valeurs démocratiques dans les programmes politiques, ils sont importants, et que la France insoumise, depuis sa création, est partisane de la 6e République, parce qu'on a aussi des systèmes, y compris à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, qui vont privilégier des baronnies, qui vont privilégier des systèmes clientélistes, et il faut qu'on lutte contre cela, et c'est aussi ça, le virage démocratique qu'on souhaite donner à Rouen. Pour réagir sur les propositions que je viens d'entendre, moi la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on les a pas fait en 6 ans, en fait? Pourquoi est-ce qu'on attend un moment électoral pour à nouveau faire des annonces, alors que il y avait 6 ans pour le faire, alors que ça fait 18 ans que c'est la même équipe qui est en responsabilité? Il y a eu dans les quartiers beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Les gens, ils les ont entendues et ils ont jamais rien vu venir. Et à un moment donné, on peut continuer à faire des promesses, mais pour ça, il faut les faire au quotidien, il faut les faire à leur contact directement. Et même, il faut pas que ce soit des promesses, en fait, il faut que ce soit des engagements qui soient clairs. Et ça, c'est important, parce que ça revient avec tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait. Ça revient au fait que les gens, ils n'y croient plus, et les gens, ils abandonnent. Et quand ils abandonnent, c'est la démocratie qui perd. Et donc, moi, j'entends les promesses et les propositions. On en a fait, hein, nous aussi. On est allé échanger. Karine était là, Marion aussi, Denise, avec Mourad, avec plein de gens. On est allé échanger sur les quartiers. On a vu des jeunes qui nous ont dit, il y a 20 ans, il y avait des trucs. Aujourd'hui, il y a plus, en fait. Qui nous ont dit, il y avait la MJC, il y avait un endroit où, quand on sortait du collège, on pouvait se retrouver. Il y avait des actions qui étaient faites par les gens les éducateurs du quartier, en fait, qui nous accompagnaient à faire des petites missions. Puis après, il y avait un voyage à la fin d'année qui était un peu l'action finale. Et donc, ces jeunes qui se retrouvaient un peu dépourvus et perdus, aujourd'hui, ils ont plus rien. Donc, en fait, ils me disent, et moi, ils m'ont dit, très clairement, on est inquiet pour le petit frère, on est inquiet pour le petite sœur. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut aussi remettre au cœur du débat. C'est notre jeunesse, parce que c'est elle qui demain, c'est eux qui sont demain les citoyens de notre ville. Et clairement, ils ont besoin d'autre chose que juste du yaka faucon, alors qu'il s'est rien passé pendant 6 ans et qu'il s'est rien passé pendant 18 ans de manière très concrète. Il y a les grandes infrastructures, mais c'est pas que ça le quotidien des quartiers. C'est bien plus que ça. C'est du lien social, c'est du lien humain et c'est de la sincérité au quotidien. Quand même un consensus pour essayer d'avancer sur les propositions que j'ai faites. Quand vous dites que rien n'a été fait pendant 18 ans, franchement, Madame Caron, il y a une différence entre critiquer et dénigrer. Peut-être que vous n'avez pas complètement écouté ce que j'ai dit. Les 1,7 million, c'est déjà le cas. Bien sûr. C'était pas le cas à l'époque de votre ami Monsieur Albertini. Et c'était pas le cas à l'époque de votre ami Monsieur Albertini. Tout comme d'ailleurs vos soutiens au départ. Je finis juste ma phrase. Vos soutiens au département de Seine-Maritime. Et figurez-vous que les jeunes et les associations, notamment sportives des Hauts-de-Rouen, le savent très bien. Vos amis au département de Seine-Maritime ont baissé et ont cassé les subventions et les soutiens à un grand nombre d'associations. Et ça m'inquiète. On va se faire une petite pause musicale. Et pour le titre, alors forcément, ce n'est pas vous maintenant qui avez choisi le titre. Désolé, on vous a pas laissé le choix, mais vous allez peut-être aimer en pause musicale. Si quelqu'un connaît Edith Piaf, oui, je pense qu'il devrait aimer. Exactement, on va se mettre Edith Piaf avec le titre Milord. Voilà, ça va nous emmener un peu à Paris le temps de cette pause musicale. À tout de suite. Une ombre de la rue.
Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. Mais oui, dansez, milord. Bravo, milord. De retour sur votre émission La Voix des municipales à l'occasion des élections municipales et de l'entre-deux tours. On est de retour pour aborder la nouvelle thématique qui va être dédiée à la vie associative et c'est tout de suite. HDR. Et oui, on parle vie associative, association qui joue un rôle important dans la vie locale. Je pense que vous avez eu l'occasion un peu tous les trois d'en parler et de le mentionner aussi bien dans vos parcours que dans vos idées. La première question pour un peu lancer le débat, c'est quelle place vous souhaitez vous donner dans votre projet municipal, c'est-à-dire au-delà des subventions, comment une mairie en fait en quelque sorte peut concrètement soutenir, accompagner les associations. Voilà, vous avez 3 minutes chacun et chacune pour voilà nous faire savoir vos propositions en matière d'accompagnement. Je vous propose qu'on rechange encore l'ordre et qu'on commence par Maxime Da Silva, puis Nicolas May-Rossignol et finir sur Marine Caron. Maxime Da Silva. Oui, donc en direction des associations, je dirais qu'il y a 3 gros piliers. Un premier pilier,
Ça rejoint les débats de tout à l'heure sur les aspects démocratiques, c'est-à-dire que je pense qu'il faut associer les associations aux prises de décision, raison pour laquelle, pour l'attribution des subventions, je souhaite mettre en place une commission paritaire consultative qui existe dans d'autres villes, y compris à grande échelle. Ça va permettre à la fois aux associations de pouvoir être consultées sur la répartition des crédits d'argent public en direction des associations, mais aussi pour pouvoir lutter contre toutes dérives clientélistes. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut aider les associations dans leur exercice du quotidien. Aujourd'hui, à Rouen, la mise à disposition des salles municipales d'association n'est pas systématiquement gratuite, et je pense qu'on peut faire des efforts financiers en la matière pour que des associations, notamment en centre-ville, parfois c'est quelques euros, je dis pas que les sommes sont astronomiques, mais ça demande aussi aux associations de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir se réunir. Or, ça paraît quand même le b.a.-ba de pouvoir se réunir. Et enfin, je pense qu'il faut aussi que les associations, elles puissent partager des lieux, s'auto-organiser. Donc nous souhaiterions que l'actuelle maison des associations puisse se maintenir, et nous voulons créer de nouveaux lieux dédiés pour les associations, à la fois un lieu dédié pour les associations sur la rive gauche et un lieu dédié pour les associations sur les hauts de Rouen, où il y aurait un peu des maisons des associations dans ces deux zones de Rouen pour qu'elles puissent se retrouver, partager une photocopieuse et puis parfois pouvoir aussi échanger entre eux. C'est important ce qui se passe à la maison des associations, où y compris le planning de réservation des salles, etc., est géré par les associations et pour les associations, fonctionne très bien, et donc il faut choyer cela, c'est ce que nous faisons. Oui, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit, que je partage largement. Bien sûr, le soutien financier, je le disais tout à l'heure, il y a des choix politiques différents dans d'autres collectivités. J'ai cité le département de Seine-Maritime, j'aurais pu en citer d'autres, qui font des choix très différents de baisse drastiques parfois, de soutien, notamment à des emplois, et derrière ça a des conséquences très pénalisantes pour les associations. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin quand même, parce que certes il y a le financement, mais il y a la pérennisation du financement, et en particulier la multi-annualité, parce que quand vous avez un dossier de demande de financement pour la mairie, la métropole, le département, la région, parfois l'Europe et l'État, etc., chaque année avec un compte rendu, parce qu'il faut rendre des comptes et c'est normal, c'est de l'argent public, etc., mais c'est hyper lourd. Donc des conventions pluriannuelles qu'on a déjà fait, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin là-dessus pour systématiser les conventions pluriannuelles. Premier élément, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi une visibilité pour plusieurs années, parce que quand vous avez une visibilité sur plusieurs années, à ce moment-là vous pouvez plus facilement, par exemple, recruter ou projeter sur un investissement. Deuxième chose, ça n'a pas été dit, je pense que c'est très important, c'est le mécénat de compétences. Parce que quand vous gérez une association, vous avez l'URSSAF, vous avez des contrats de travail, vous avez le droit du travail, vous avez des règles de sécurité, vous avez à gérer parfois des enfants, des jeunes, avec là aussi des règles et le droit. Et c'est très difficile, et vous pouvez être responsable pénalement. Or, souvent, ce sont des bénévoles. Donc et puis tout le monde n'est pas ultra compétent dans tous ces domaines que je viens de citer, et c'est complètement normal. Et là, la mairie ou la métropole peuvent avoir un rôle important, ce qu'on fait déjà là aussi, mais je crois qu'il faut encore amplifier, en impliquant des salariés, par exemple du privé ou du public ou d'autres structures, qui ont ces connaissances et qui sont volontaires, parce qu'il y en a, pour donner du sens aussi à leur engagement citoyen, pour tout simplement partager leurs connaissances, par exemple sur le droit du travail, sur la comptabilité, sur les risques juridiques, etc., etc. Donc deuxième point. Troisième point, effectivement, les grands rendez-vous associatifs pour valoriser les associations, parce que le problème des associations souvent, c'est de trouver des bénévoles, et pas seulement une fois ponctuellement, mais dans la durée. Et pour faire ça, c'est pas facile, parce qu'on ne peut évidemment pas forcer les gens par définition si c'est du bénévolat. Mais par contre, souvent, tout simplement des problèmes, c'est que les associations sont pas connues. Vous voyez, par exemple, il y a pas longtemps, je suis allé voir le Lab O, qui est une association de jeunes femmes qui fait du soutien scolaire pour des gamins au collège ou au lycée. Je les cite, c'est pas pour particulariser, mais c'est juste pour donner un exemple. Est-ce qu'elles sont connues suffisamment ? Non. Donc là aussi, la mairie, la métropole et peut-être aussi des entreprises et d'autres structures peuvent aider à travers bien sûr les médias, les réseaux de communication de la mairie, à travers les rendez-vous associatifs, pour valoriser tout cela. Et je crois que c'est très important. Et puis je termine en disant qu'on a un service municipal sur les associations qui est très compétent, très riche, et qu'il faut là aussi continuer de développer. Marine Caron. Mais écoutez, plusieurs propositions sur la question de la vie associative. D'abord, je le dis et je l'ai redit, mais c'est important. Ce qu'il faut réussir à tisser, c'est une relation de confiance et de proximité. Il faut un référent municipal, un élu qui soit pas uniquement là pour valider les subventions et organiser le forum des assos, mais qui soit bien là au contact direct au quotidien avec les acteurs associatifs.
Il faut pour nous une interface qui soit dédiée pour partage entre les associations qui sont souvent parfois isolées chacune de leur côté, mais ont besoin de partager des compétences, de partager des formations, de partager des conseils en fait, tout simplement, de l'expérience. Simplifier, bien entendu, c'est évident, toutes les démarches administratives, toutes les demandes de subventions, c'est des papiers, c'est du temps, c'est de l'énergie, et beaucoup trop d'associations nous ont dit qu'elles s'y perdaient. Il faut pouvoir mieux accueillir nos acteurs associatifs sur le territoire. C'est un plan de rénovation des maisons de quartier. Il y en a certains qui sont dans un état de rénovation assez inquiétant. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prioriser. C'est la création d'un réseau local entre les associations et entre les quartiers pour pas se retrouver isolés. C'est bien entendu la question du bénévolat. Je rejoins parce qu'on l'a proposé, on en a parlé lors de la journée mondiale du bénévolat qui était début décembre. Le fait d'avoir une soirée de mise en valeur du bénévolat, le fait de pouvoir accompagner un passeport de l'engagement bénévole chez les jeunes aussi pour valoriser leur temps qu'ils consacrent dans la vie associative. Et puis, c'est aussi soutenir les actions d'un point de vue logistique. Quand une association veut mettre en place une fête dans un quartier, et c'est le cas aussi pour les associations de commerçants, même quand ils veulent faire vivre leur quartier, c'est être au rendez-vous de l'accompagnement parce que les initiatives, elles partent aussi du terrain. Et ça, c'est important que la ville, elle soit aux côtés et pas seulement à regarder. Donc la question que je pourrais poser pour lancer le débat, c'est comment justement éviter les marasses administratives que nombre d'associations connaissent. On peut commencer par Marie je veux bien. La première des choses, c'est que souvent les associations, elles font des demandes qui sont pluricollectivités et pluri-instances. Et donc, il y a besoin de pouvoir simplifier ces démarches-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque collectivité a son module de demande de subvention. Il faut aujourd'hui travailler main dans la main et pas attaquer en permanence le département, Monsieur Maillard-Rossignol, mais avec le département, avec la région, le faire de manière mutualisée avec la métropole qui, bien entendu, est directement main dans la main avec la ville de Rouen. Et donc ça, c'est déjà une première étape. Si on a demain un dispositif unique de dépose de demande de subvention, ça simplifiera grandement les choses. Et ça, c'est un impératif. Bon, écoutez, je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous les remontées d'associations qui nous disent que c'est insupportable de devoir faire les dossiers de subvention, que ça prend énormément de temps, que c'est très chronophage. Donc évidemment qu'il y a des processus de facilitation pour ce qui est des demandes de subvention ville-métropole, qu'il peut y avoir des appuis qui soient faits par les services, qu'il peut y avoir des accompagnements qui soient mis en place dans les conseils de quartier que je prévois dans l'ensemble des quartiers de Rouen et auxquels pourront trouver des réponses à leurs questions ou des soutiens l'ensemble des associations du quartier. Donc je pense là-dessus que c'est une demande des assos. Je pense que pour ce qui est des demandes de subventions municipales et métropolitaines, on va pouvoir agir. Après, on reste dans un pays France qui parfois une lourdeur administrative un peu écrasante, et donc là-dessus il vaut mieux prévoir des accompagnements des associations, parce qu'on va pas forcément pouvoir d'un claquement de doigts faire en sorte de réduire la grosseur des procédures. Mais les deux démarches ne sont pas incompatibles. Ouais, c'est ça. Donc agir sur les deux piliers vis-à-vis des assos, mais je crois que ça avait déjà été répondu au premier tour de table. Je redis rapidement que la question pour réduire le fardeau administratif, certes, c'est de simplifier les formulaires, les démarches, mais c'est aussi de donner une visibilité sur plusieurs années. Parce que si vous voulez, par exemple, on va prendre un exemple très concret et très important, ce sont les recrutements. Les contrats de travail. Si vous voulez pouvoir recruter, si vous n'avez pas de visibilité sur plusieurs années, c'est quasi impossible, ou alors ça va être de la précarité, ultra précarité. Donc je me permets d'insister parce que j'ai cette expérience-là. Et heureusement qu'on l'a développée, mais pardon Madame Caron, tout le monde ne le fait pas dans toutes les collectivités. Et je suis pas là pour attaquer, je suis là pour constater. Et je peux vous citer être là beaucoup, pour aussi tendre la main et travailler différemment. Et c'est ce que nous faisons. Et j'aurais aimé, quand nous avons tendu la main, comme vous dites, au département de Seine-Maritime, il y a d'autres collectivités aussi, et au gouvernement que vous soutenez, quand nous avons dit que, par exemple, les réductions des financements sur le sport, sur le pass sport, qui permet à des gamins d'aller dans des clubs de sport et de payer leur licence beaucoup moins cher. Quand ces réductions ont été annoncées, nous avons dit attention. Et le département, nous avons dit attention. Et derrière, il y a eu des conséquences. Et je partage, M. Maillard-Rossignol. Je ne dis pas que tout est mal fait. J'essaye d'être nuancé. Bien sûr qu'il y a plein de choses positives qui sont faites par les autres collectivités, et heureusement, bien entendu. Mais je veux juste dire qu'il faut faire très attention à donner de la visibilité et, si possible, à sanctuariser, quand c'est possible, ce soutien associatif. Moi, je voudrais dire aussi que une des manières d'aider les associations, c'est de faire en sorte qu'elles puissent inventer, développer des nouveaux projets et ne pas être juste des supplétifs des services publics qui disparaissent.
Et en fait, souvent, c'est le cas dans plein de situations. Raison pour laquelle, par exemple, en direction des familles monoparentales, je souhaite mettre en place une carte qui va ouvrir à la fois une priorisation d'accès dans le service public, des tarifs préférentiels pour les services publics, mais aussi, par exemple, de l'aide aux devoirs. Sur ma liste, il y a Samia Ben Ramdan, qui est habitante de la Grand-Mare et qui a dû créer une association d'aide aux devoirs pour que les parents s'auto-organisent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de services publics qui permettent à des personnes qui n'ont pas les moyens de faire appel à Academia, de faire en sorte qu'il y a un gamin qui a peut-être des crushs sur une matière ou peut-être à une année difficile, et qu'il puisse le faire. Et honnêtement, avec la manière dont les macronistes maltraitent le service public de l'éducation nationale, pour les gamins qui ont besoin d'un PAP, par exemple, et on a plein de remontées de terrain où les enfants ont besoin d'un accompagnement spécifique parce qu'ils ont des difficultés à partir du CM1, du CM2, de la 6e. Et parfois, le PAP, il intervient en 4e. Le PAP, j'explique en 2 secondes, c'est au lieu que l'enfant note l'ensemble du cours qui est au tableau comme les autres, on lui imprime le polycopier et ça lui permet de gagner du temps et s'il a un petit peu de difficulté de pouvoir... Pour des enfants en situation de handicap. Voilà, c'est pas que du handicap, c'est aussi des personnes qui sont simplement en difficulté et qui n'ont pas forcément une reconnaissance d'handicap. Mais aujourd'hui, c'est des associations qui ont ça sur leurs épaules et qui voient les portes des assos qui sont poussées avec des parents qui sont démunis et qui leur disent je sais pas comment agir avec nos enfants. De terrain, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un garage solidaire ici sur les Hauts-de-Rouen, des recycleries qui sont encadrées, des partenariats vétérinaires parce que c'est des sujets du quotidien. Et donc il y a plus que la vie associative, il y a aussi les projets qui peuvent émerger sur le territoire de manière solidaire et qui ont beaucoup de sens quand les habitants en sont les premiers à en parler et à les évoquer sur le terrain. On va conclure cette émission. Alors vous connaissez l'exercice, je pense que vous l'avez déjà exercé, mais que chacun et chacune en 1 minute puisse dire sa conclusion. On va commencer par Marine Caron, on va commencer comme par le début. Écoutez, moi je voudrais inviter les habitants de Rouen, des différents quartiers, à faire un choix de cœur, un choix sincère. Ça fait des années qu'on entend plein de promesses qui mettent du temps à arriver, qui parfois sont pour certains effectives, pour d'autres pas vraiment. Et je pense qu'il est important de recentrer aujourd'hui ces élections municipales sur le cœur du sujet qui est le local, qui est notre vie de quartier. Moi, je suis attachée, je suis heureuse d'avoir dans l'équipe des gens qui habitent ici sur les Hauts-de-Rouen, mais aussi qui sont engagés véritablement au quotidien à Gramont, comme dans les autres quartiers, parce que c'est les gens qui demain seront disponibles, ils seront à l'écoute, ils seront sur le terrain, ils seront là pour porter aux côtés des habitants des projets, ils seront là pour changer la mentalité et pour faire en sorte que ce soit le quotidien qui soit vraiment une priorité. Donc j'invite les Rouennaises et les Rouennais qui nous écoutent, les habitants des quartiers qui nous écoutent, à faire le choix d'un changement qui n'est pas un changement de rupture ni de peur, mais un changement de confiance, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Maxime Da Silva, 1 minute pour conclure. Eh bien, je dis aux auditeurs et aux auditrices de radio HDR que s'ils n'ont pas voté dimanche, eh bien, ils doivent voter dimanche prochain. Je leur dis que si dimanche dernier, ils ont voté France Insoumise, il faut qu'ils se remobilisent dimanche prochain. Je leur dis que si la liste pour laquelle ils ont voté dimanche dernier est disqualifiée au second tour, alors ils doivent voter France Insoumise, qui est le seul bulletin de vote dimanche qui est à la fois anti-Macron et anti-raciste. Et je dis à celles et ceux qui peut-être ont fait un choix de raison au premier tour, un vote utile, et qu'ils peuvent faire un choix de conviction au second tour avec le bulletin France Insoumise. On a besoin que les électeurs et les électrices nous donnent un maximum de force au conseil municipal, qu'il y ait un maximum d'élus France Insoumise au conseil municipal, des élus combatifs qui sauront défendre leurs droits. On compte sur vous. Et pour terminer, Nicolas Maillot-Rossignol, 1 minute pour conclure. D'abord, je veux dire que cette élection dimanche 22 mars, elle est extrêmement importante. Regardez sur la gratuité des transports ce qu'on a fait pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller encore plus loin. Pour les moins de 25 ans, pour les personnes de plus de 65 ans. Ce sera une vraie révolution et on peut le décider ce dimanche. Ne laissez personne décider à votre place. Parce que ce sont des actions concrètes qui peuvent changer la vie dès demain. Mais pour cela, il faut gagner ce dimanche. La seule liste de gauche antiraciste, la seule liste de gauche humaniste, la seule liste de gauche antiraciste en capacité de gagner, c'est la liste que je mène. C'est la liste que je mène. Et aujourd'hui, c'est cette liste qui est aujourd'hui en capacité de gagner. J'ai pas dit une minute partagée avec Maxime Da Silva. Voilà, merci de le rappeler. Vous voyez, le dialogue démocratique, c'est un apprentissage, monsieur Da Silva. Donc, je le redis, la seule liste de gauche antiraciste
qui est en capacité de gagner aujourd'hui. C'est le score du premier tour qui l'a montré. C'est la nôtre. J'ai pas envie, moi, que l'extrême droite, elle progresse. J'ai pas envie qu'elle fasse un score plus haut. Ne laissons personne les décider à notre place et allons voter pour la seule liste de gauche antiraciste capable de gagner dimanche prochain. Eh bien, 1 sur 2 n'ont pas voté. S'ils vont tous voter dimanche, Merci, toutes les cartes sont rebattues. Merci, messieurs. Naïm, pour conclure, c'est fou, j'ai dit quand même 1 minute Nicolas Meurottiel, j'ai pas dit 1 minute Nicolas Meurottiel et Maxime Da Silva. Oui, J'ai pas ça va, C'est la démocratie, le débat à l'UMR que vous avez moi qui animé prends de la façon main. partisane. On va laisser conclure un peu Naïm, un dernier mot avant de conclure cette émission. Non, c'était pour vous remercier chacun et chacune d'entre vous d'être Merci à venus vous, à la radio HDR. Merci à vous. Remercier aussi nos auditeurs qui nous ont suivis pendant cette campagne de premier tour et cette semaine de second tour. Dire aux citoyens rouennais, allez voter, déplacez-vous aux urnes. Vous avez une voix, vous avez une possibilité d'agir sur le concret. Allez voter pour les candidats à la liste, mais allez voter quand même. Parce que la citoyenneté se gagne et s'est gagnée au fil des siècles en France avec du sang et des larmes, et que grâce à nos anciens, grâce à la démocratie française, nous, citoyens français, nous avons le droit de voter. Donc allez aux urnes. Merci beaucoup Marine Caron, Maxime Da Silva et Nicolas Meurottiel d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé, d'avoir donné vos propositions. Merci à tous d'avoir suivi l'émission La Voix des municipales sur le 99.1. Bien sûr, restez connectés sur le Mix des Cultures. C'est la suite de nos programmes sur le 99.1 et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez réécouter l'émission en replay dès demain matin. Maintenant, c'est la suite de notre programme. Très belle soirée à l'écoute de la radio HDR. And all the old familiar places.